À 5 heures du matin, la salle des délibérations sentait le café froid et le parquet ciré. Margot Vasseur avait 412 € sur son compte et un rucksac posé contre ses jambes. L'adjudant qui témoignait contre elle n'avait pas eu besoin de hausser la voix. Il l'avait regardée une seule fois, brièvement, comme on vérifie que la porte est bien fermée avant de partir. Dans la cour de la ferme familiale, son père l'attendait en veste noire, les bras le long du corps. Il n'a pas crié non plus. Il a dit ce qu'il avait à dire avec la même voix que quand il lisait l'Écriture, et elle est repartie avant la nuit avec une vieille pierre de meule, enveloppée dans un linge et 300 € froissés que son grand-père lui avait glissé en silence dans la main. 50 €. C'est ce qu'a coûté le pont couvert que personne ne voulait. Une charpente de chêne noir au-dessus d'une rivière froide, des poutres que le temps avait oubliées, et en dessous, immobile depuis 60 ans, la roue d'un moulin que la vallée croyait morte. Ce qu'elle allait bâtir dans ce tunnel de bois et de pierre, l'homme qui l'avait trahi le reverrait un jour depuis le siège arrière d'une voiture de société. Et il ne descendrait pas. Si vous savez ce que c'est de recommencer depuis rien dans un endroit que personne d'autre ne voulait, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quelle est la chose qu'on a essayé de vous prendre et que vous avez réussi à garder? Le matin du 19 novembre sentait le gel et le diesel brûlé. Margot Vasseur traversa la cour de la caserne de Montlhéry les épaules droites, comme on le lui avait appris, comme elle l'avait fait pendant 10 ans, même si ses mains à l'intérieur des poches tremblèrent d'une façon qu'elle ne reconnaissait pas. L'adjudant-chef Moreau l'avait convoquée à 7h30. Il était 7h28 quand elle frappa à la porte. Le bureau sentait le café froid et le papier humide. Moreau était assis derrière son bureau avec 2 autres officiers qu'elle ne connaissait pas et avec Romain Delcourt, adjudant direct de Margot, qui se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés, le regard fixé quelque part au-dessus de sa tête. Margot s'arrêta devant le bureau, claqua les talons. Personne ne lui rendit le salut. Ce qu'on lui dit dura 40 minutes. Du matériel de vision nocturne avait disparu de l'entrepôt dont elle était responsable. 4 appareils référencés, inventoriés, disparus. Valeur totale, 80 000 €. Les bons de sortie portèrent sa signature, établie pendant la semaine où elle se trouvait en Alsace pour la fête familiale de Toussaint. Elle le dit. Moreau hocha la tête avec la patience lasse de quelqu'un qui a déjà entendu cette réponse. Delcourt, lui, ne bougea pas. Il témoigna d'une voix égale, presque douce, que Margot lui avait confié les clés de l'entrepôt avant son départ, qu'il l'avait vu paraffer le registre le jeudi soir, qu'il avait simplement exécuté ses instructions. Sa voix était posée. Ses mains n'étaient pas calmes. Margot le regarda longuement. Delcourt, lui, continua de regarder le mur. La radiation fut prononcée pour faute grave. Perte des droits à pension. Interdiction de paraître en uniforme. Un avocat commis d'office lui expliqua en 8 minutes qu'une procédure de contestation était possible, mais longue, coûteuse, et que sans témoin favorable, le dossier était mince. Elle signa les papiers qu'on lui tendit. À 11h20, elle sortit de la caserne avec son sac à dos de montagne, sa veste civile et 412 € sur son compte. Le car pour Strasbourg partait à 15h de la gare routière de Montlhéry. Elle passa les heures intermédiaires assise sur un banc du parc municipal, les coudes sur les genoux, à regarder les pigeons marcher dans le gravier. Elle ne téléphona à personne. Il n'y avait personne à appeler. La ferme de Sainte-Marie-aux-Mines était à 20 km de Colmar, au bout d'une route départementale bordée d'épicéas. Margot connaissait ce chemin depuis l'enfance. Les ornières, l'odeur de fumier et de pain cuit qui commençait à 500 mètres de la maison. Son père Joseph l'attendait dans la cour. Il devait l'avoir vu descendre du taxi. Il se tenait immobile, les bras le long du corps, dans sa veste noire de drap et sa chemise blanche sans col, comme pour une assemblée de l'église. Margot posa son sac à terre. Joseph dit qu'il avait appris. Il dit que le déshonneur était le déshonneur, quelle qu'en soit la cause. Il dit que celle qui avait porté les armes de l'État ne pouvait être purifiée que par le silence, et que la maison ne pouvait l'accueillir sans mettre en danger son propre témoignage devant la communauté. Il ne criait pas. Sa voix était la même que quand il lisait l'Écriture,
ferme et sans tremblement. Anna, sa mère, se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Margot vit ses mains jointes sur son tablier, ses lèvres qui remuaient sans bruit. Mais Anna ne bougea pas. On lui demanda de partir avant la nuit. Elle prit son sac. Elle traversa la cour sans répondre. Elle entra dans la grange parce qu'il fallait bien aller quelque part. La grange sentait le foin sec et la sueur, cette odeur d'enfance contre laquelle elle ne pouvait rien. Elle s'assit sur un banc de bois et posa son sac entre ses pieds et attendit de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. C'est là que Caleb vint la trouver. Son grand-père avait 81 ans et marchait avec une canne depuis la chute de l'hiver précédent. Mais il entra dans la grange d'un pas qui ne demandait pas la permission. Il portait son vieux gilet noir et sa chemise blanche, une lanterne à pile dans une main et quelque chose enveloppé dans un linge de toile dans l'autre. Il s'assit à côté d'elle sans parler pendant un long moment. La lanterne posée entre eux projetait 2 ombres sur le mur de planche. Puis Caleb sortit de sa poche intérieure un mouchoir plié en 4 et le posa sur les genoux de Margot. Elle le déplia. 300 € en billets de vin, usés au pli. Elle voulut parler. Il leva une main. Il prit le paquet de toile, le déballa lentement. À l'intérieur dormait une petite meule de pierre grise, plate, de la taille d'une assiette creuse, striée de sillons réguliers au burin. Une meule à main, une meule de meunier. Elle était froide et lourde et rugueuse comme un visage honnête. Caleb dit qu'il avait travaillé 40 ans sur une meule pareille. Il dit que les pierres comme celle-là venaient des carrières de Cuvier, dans le Jura, et qu'on n'en taillait plus depuis longtemps. Il dit que cette meule lui appartenait depuis 1962 et qu'elle n'avait jamais broyé du mauvais grain. Margot demanda pourquoi il lui donnait ça. Caleb ferma les doigts autour de la canne, regarda la porte de la grange et dit doucement : « Cherche un endroit où l'eau coule encore. Le reste viendra. » Elle repartit avant l'aube. Dans le quart de 5h40 pour Besançon, elle tint la meule enveloppée dans son linge posé sur ses genoux pendant tout le trajet, comme on tient quelque chose qui pourrait se casser si on l'abandonnait. La pluie de novembre avait rendu les routes de Franche-Comté grises et brillantes. Margot passa 2 nuits dans un hôtel bon marché de Besançon, au-dessus d'une boulangerie dont le four chauffait à 3h du matin et faisait vibrer le plancher. Le deuxième soir, au café en face de l'hôtel, elle commanda un café et demanda si on avait un journal d'annonces. La serveuse lui apporta une feuille imprimée pliée en 4, locale, gratuite, avec les petites annonces de particuliers des communes du Doubs et du Jura. Margot Vasseur lisait les colonnes avec le crayon qu'elle avait dans la poche intérieure de sa veste, entourant ce qui méritait d'être entouré. Des locations, des emplois saisonniers, des terrains en friche. Rien qui lui parlait vraiment. Elle arriva en bas de la 3e colonne, sur la dernière page, dans la section que personne ne lisait. L'annonce faisait 5 lignes. Pont couvert 19e siècle, état de ruine, vendu en l'état, 50 €, commune de Verchamp-sur-Loup, Jura. Contacter mairie ou études notariales Fauvette. Elle relut. 50 €. Elle but son café, paya, rentra à l'hôtel, s'assit sur le lit avec son téléphone et chercha Verchamp-sur-Loup. Un village de 211 habitants dans la vallée de la Loue, à 45 km au sud de Besançon. Un clocher sur Google Maps, une mairie, ce qui semblait être une rivière encaissée entre des falaises calcaires. La photo satellite montrait, sur la rivière, une structure rectangulaire et sombre, comme un tunnel de bois jeté entre les 2 rives. Elle appela l'étude notariale Fauvette le lendemain matin à 9h. Le notaire, maître Fauvette, avait la voix de quelqu'un qui n'espère plus grand-chose des gens. Il expliqua que le pont couvert de la Verne était techniquement une propriété privée, classée comme bâtiment industriel abandonné depuis la crue de 1982, qui avait endommagé les fondations. La commune de Verchamp l'avait mis en vente 3 fois en 10 ans. Personne n'avait acheté parce que les charges d'entretien n'étaient réelles, parce qu'un ouvrier était mort sous les poutres en 1903 et que la rumeur locale s'en souvenait encore, et parce que le pont ne menait nulle part de particulièrement utile depuis que la route forestière avait été déviée en 1978. Margot demanda si la structure tenait encore. Maître Fauvette dit que oui,
à sa connaissance, mais qu'il ne s'y était pas aventuré depuis plusieurs années. Margot dit qu'elle voulait signer. Il y eut un silence. Le notaire demanda si elle avait consulté un architecte. Elle dit non. Il demanda si elle avait lu les conditions de cession. Elle dit qu'elle les lirait avant de signer. Il dit qu'il serait disponible le vendredi suivant à 14 heures. Le vendredi, elle emprunta la vieille Peugeot 206 de son cousin Arnaud, celui qui travaillait à Mulhouse et à qui elle n'avait rien eu à expliquer, et elle prit la route pour Verchamp. La vallée de la Loue s'ouvrit d'abord comme un couloir étroit entre des parois calcaires couvertes de mousse et de houx, puis s'élargit un peu, et la rivière apparut, verte et froide, rapide même en cette saison morte. Verchamp était un tas de maisons grises et propres accrochées à la pente. Une boulangerie, un café, une église avec un clocher à bulbe, une mairie dont le drapeau claquait dans le vent de nord. Maître Fauvette était un homme de 60 ans avec des lunettes épaisses et une veste en velours côtelé marron. Il lui lut les conditions avec le sérieux d'un homme qui veut pouvoir dire qu'il a fait son travail. La charge de travaux de consolidation revenant à l'acquéreur. L'interdiction d'usage commercial sans autorisation municipale. L'état des fondations décrit comme « présentant des désordres structurels non évalués ». Margot écouta tout. Elle signa. Elle paya 50 € en liquide, tiré du mouchoir de Caleb. Maître Fauvet lui tendit la clé, une clé ancienne en fer forgé longue comme sa main, et lui indiqua le chemin par la route forestière. Le soleil était bas quand la Peugeot s'arrêta dans l'herbe haute au bord de la berge. Margot descendit, tint la clé dans sa main et vit pour la première fois le pont couvert de la Verne. Il mesurait peut-être 35 mètres de long. Sa charpente de chêne noircie par le temps et l'humidité reposait sur 2 culées de pierre calcaire taillées, et son toit, dont quelques tuiles manquaient, formait une ligne brisée contre le ciel orange. On aurait dit un tunnel de cathédrale jeté au-dessus de l'eau, ou le squelette d'un arche géant couché en travers de la Loue. La rivière, en dessous, roulait doucement sur ses galets pâles indifférentes. Margot tira la porte à clous. Elle grinça sur ses gonds rouillés. Elle entra dans l'obscurité froide et humide, et l'odeur la prit immédiatement. Bois ancien, pierre mouillée, quelque chose de ferrugineux et de végétal, une odeur de lieu qui a attendu longtemps. Ses semelles craquaient sur les planches du tablier. Elle avança lentement, une main sur les solives, sentant sous ses doigts les arêtes du chêne durci par 150 ans d'humidité et de gel. Elle s'arrêta au milieu du pont. La Loue murmura en dessous. Par les interstices entre les planches du plancher, elle voyait l'eau briller dans le dernier éclat du soir. Ce fut là qu'elle s'agenouilla pour regarder ce que sa main droite venait de toucher. Un vieux métal rouillé, froid, cylindrique. Un axe. Un arbre de transmission, trop large pour être une simple ferrure de charpente. Elle se mit à plat ventre et glissa la tête dans l'ouverture d'une trappe dont le bois s'était fragmenté avec les années. En dessous, dans le noir, les derniers reflets de la Loue éclairaient quelque chose d'énorme et d'immobile. Des aubes. Les aubes d'une roue à eau, peut-être 3 mètres de diamètre, immobilisées depuis des décennies dans leur cadre de chêne et de fer, couvertes d'algues vertes et de limon, mais présentes. Entières. Dormantes. Margot resta longtemps ainsi, la tête dans le trou, à regarder. La nuit montait par le fond de la vallée. L'eau de la Loue clapotait contre les palettes immobiles. Elle déplia son sac de couchage militaire sur le tablier du pont, s'allongea habillée, la meule de Caleb posée à côté d'elle dans son linge. Elle écouta le bois travailler dans le froid, les petits craquements des solives, le murmure constant de l'eau. Elle ne dormit pas bien. Mais à l'aube, quand la lumière grise pénétra par les ouvertures du toit, ce qu'elle vit fut simplement le plafond d'un endroit qui était à elle. Elle pensa à ce que Caleb avait dit. Elle ne savait pas encore si l'eau coulait encore comme il l'entendait. Mais quelque chose coulait. La source se trouvait à 200 mètres en amont, au pied d'une paroi calcaire couverte de capillaires et de mousse humide. Margot Vasseur la découvrit le 3e matin, cherchant de l'eau potable avec sa gourde militaire, en remontant la rive gauche de la Loue dans la brume froide de novembre.
L'eau sortait d'une fissure dans la roche avec une clarté et une pression constante qui indiquaient une résurgence profonde. Elle remplit sa gourde, but longuement, et c'est au retour qu'elle entendit le gémissement. Il venait d'une touffe de ronces à hauteur de genou, à droite du sentier. Margot s'arrêta. Le son recommença, faible, comme quelque chose qui n'a plus beaucoup d'énergie pour appeler. Elle écarta les branches avec son avant-bras, une épine lui griffa la joue. Le chien était couché sur le flanc dans la terre humide. Un grand mâle, à la robe fauve et noire, aux oreilles dressées maintenant qu'il la sentait approcher. Les yeux fixés sur elle avec une expression qui n'était pas de la peur, mais de la méfiance calculée. Elle vit l'oreille droite déchirée, la crasse séchée sur les flancs, les côtes qui soulevèrent le pelage à chaque respiration laborieuse. Une corde rouge était encore nouée autour de son cou, le bout coupé net. Elle vit aussi, quand il redressa légèrement la tête, la cicatrice récente sous l'oreille gauche, là où quelqu'un avait entaillé la peau avec un couteau pour détruire un tatouage. Elle ne fit pas un geste vers lui. Elle s'assit dans l'herbe à 2 mètres et attendit. Il la regarda pendant un long moment. Il gronda une fois, sourd, sans conviction. Elle ne bougea pas. Elle sortit de la poche de sa veste le dernier morceau de pain de la boulangerie de Verchamp, le rompit lentement, le posa sur le sol entre eux, à 1 mètre de sa gueule. Il attendit 10 minutes avant de l'avancer. Puis il mangea le pain. Elle n'essaya pas de le toucher ce jour-là. Le lendemain, elle revint avec du pain et un reste de pâté acheté au café du village. Il se leva cette fois-là, et elle vit qu'il chargeait son poids sur les 3 pattes du côté droit. Le postérieur gauche plié avait une raideur d'ancienne fracture mal soignée. Mais il se tenait debout, et il mangea, et quand elle repartit vers le pont, il la suivit à 20 mètres de distance. Il dormit cette nuit-là sous le pont, à l'extérieur, contre une culée. Le surlendemain, Margot conduisit à Verchamp et frappa à la porte du cabinet vétérinaire, une petite plaque de cuivre vissée sur un portail vert. Docteur Lucien Pellet, vétérinaire rural. L'homme qui ouvrit avait 50 ans, les cheveux gris, des mains larges aux ongles propres et une blouse kaki. Il regarda le chien qui se tenait à 2 mètres derrière Margot, puis il regarda Margot. Il dit « Entrez !» Il examina l'animal avec la patience et le silence d'un homme qui connaît les bêtes méfiantes. Le chien laissa faire, tendu, sans bouger. Pellet palpa les flancs, souleva les pattes l'une après l'autre, regarda la cicatrice sous l'oreille, la retourna doucement pour examiner la patte postérieure gauche. Il dit que c'était une ancienne fracture du fémur, consolidée de travers, probablement sans soin, 6 mois, peut-être 1 an. Il dit que le chien n'avait pas été nourri correctement depuis plusieurs semaines, mais que les organes semblaient être en ordre. Il dit, en appuyant légèrement sur les mots, que la morphologie et le comportement correspondaient à un malinois entraîné, probablement pour la mordante, probablement en service avant d'être revendu ou abandonné. Il dit « Faites attention à qui viendra le réclamer ». Pellet refusa qu'elle le paie. Il lui donna un sac de croquettes et un antiparasitaire. Le soir même, de retour sous le pont, Margot posa sa main sur le flanc du chien pour la première fois. Il ne bougea pas. Elle sentit sa chaleur à travers le pelage, la régularité de sa respiration, le battement sourd de son cœur. Elle dit à voix haute, pour elle-même autant que pour lui « Tambour ». Le chien leva les yeux vers elle. Ses oreilles se dressèrent. Elle dit le nom une 2e fois. Il posa sa tête sur ses pattes et ferma les yeux, mais ses oreilles restèrent droites, orientées vers elle, comme des antennes qui captèrent quelque chose. Ce soir-là, Margot était revenue à la Peugeot pour chercher sa lampe frontale quand les phares d'un poids lourd éclairèrent la route forestière et qu'un pick-up noir s'arrêta à l'entrée du chemin. Elle vit 2 silhouettes à travers le pare-brise, floues sous la condensation. Le moteur continua de tourner. Le conducteur regardait dans sa direction. Elle ne bougea pas. Puis le pick-up repartit, lentement, dans la direction de Verchamp. Derrière elle, Tambour émit un grondement long et continu, différent de tous les sons qu'elle lui avait entendus faire jusqu'ici. Quelque chose de profond qui venait du fond de la poitrine, comme si l'animal reconnaissait quelque chose que Margot n'était pas encore capable de voir.
Étienne Marchand arriva un mardi de décembre avec une boîte à outils rouillée sous le bras et une bouteille de vin de paille dans la poche de sa veste de chasse. Il avait les cheveux blancs taillés courts, les mains d'un homme qui a travaillé le bois toute sa vie, les jointures épaisses, les paumes calleuses d'une façon que même les gants ne corrigent plus. Il posa sa boîte sur le tablier du pont, regarda autour de lui avec l'œil professionnel et légèrement sceptique de quelqu'un qui a vu beaucoup de bâtiments en mauvais état et dit sans préambule: On m'a dit qu'une femme essayait de réveiller Laverne. Je suis venu voir si c'était sérieux. Margot demanda qui le lui avait dit. Il dit que le boulanger lui avait dit que le notaire lui avait dit que quelqu'un avait acheté le pont pour 50 euros. Dans un village de 200 personnes, ajouta-t-il. C'est de la grande nouvelle. Margot lui montra la roue. Il descendit par la trappe avec une lampe torche, disparut 10 minutes, remonta couvert d'algues vertes et de toiles d'araignée. Il dit que le bâti était en chêne, que le chêne tenait, que la roue avait un arbre de couche en fer forgé du 19e siècle avec son clavette d'origine, que c'était rare, et que les palettes étaient fichues mais remplaçables si on avait du bois sec. Il dit aussi qu'il était à la retraite depuis 3 ans, que sa femme était morte 8 ans plus tôt, et qu'il passait ses journées à regarder pousser ses tomates et à s'ennuyer. Il s'assirna sur le tablier du pont avec les 2 verres de verre de paille qu'il avait apportés et la meule de Caleb entre eux sur le linge. Étienne la prit dans ses mains, la fit tourner, l'inclina, la tapa doucement avec une jointure de doigt. Elle rendit un son clair et long, comme une petite cloche de pierre. Il resta silencieux un bon moment. Puis il dit: « Cette pierre vient des carrières de Cuvier. Votre grand-père vous a donné une fortune sans vous le dire. » Margot demanda ce qu'il voulait dire. Il expliqua. Les carrières de Cuvier dans le massif jurassien avaient fermé en 1955. La pierre de meule qu'elle produisait était considérée par les meuniers comme la meilleure de France, poreuse de la bonne façon, dure de la bonne façon, capable de moudre des grains tendres comme du froment ou des grains durs comme de l'épeautre sans s'user ni chauffer la farine. Une meule en pierre de Cuvier dans cet tas, avec ses cannelures intactes, valait cher entre les mains d'un meunier qui savait s'en servir. Mais surtout, elle permettrait de moudre d'une façon que les cylindres métalliques modernes ne permettaient pas. Une mouture à basse vitesse qui préservait le germe et le péricarpe, qui donnait une farine vivante. Margot l'écouta. Elle pensa à Caleb, à ses mains qui lui avaient tendu la meule enveloppée dans le linge de toile. Elle pensa qu'il savait exactement ce qu'il lui donnait. Étienne proposa alors un arrangement. Il restaurerait la roue à eau, il lui apprendrait la mécanique de la meunerie, il l'aiderait à calibrer les meules, et en échange, elle lui donnerait les 100 premiers kilogrammes de farine et un repas par jour à sa table. Pas de contrat. Sa parole suffisait. Ils travaillèrent tout le reste de décembre à inspecter la charpente, balise par balise, en frappant chaque poutre avec le manche d'un marteau pour distinguer le bois sain du bois creux par le son. Étienne lui apprit à reconnaître le bois sain à l'odeur et à la densité, à mesurer le fléchissement d'une solive avec un fil à plomb, à entendre, disait-il, comment le bois respire quand l'humidité change. Margot découvrait quelque chose qu'elle n'attendait pas, le plaisir d'apprendre de quelqu'un qui sait, après 10 ans passés à diriger des hommes et à donner des ordres. Puis un soir, démontant le vieux mécanisme de l'arbre de couche pour nettoyer les coussinets de bronze, Étienne s'arrêta. Il tenait quelque chose dans la lumière de sa lampe. Un objet plat, rectangulaire, enveloppé dans une toile cirée noire et coincé dans le logement du palier, là où personne n'aurait eu de raison de chercher. Il le regarda longtemps sans parler. Margot tendit la main pour voir. Étienne referma les doigts dessus lentement et dit que ce n'était rien, sans doute un vieux chiffon de graissage. Il le glissa dans la poche de sa veste. Margot attendit qu'il le pose sur la table ce soir-là. Il ne le posa pas. Elle attendit qu'il en parle. Il n'en parla pas. Il repartit chez lui à pied comme d'habitude, à 20 heures, avec sa boîte à outils et son manteau, et elle l'entendit traverser le pont dans la nuit, ses semelles sur les vieilles planches, et puis plus rien que l'eau de la Loue. La tempête commença le 14 juillet en fin d'après-midi, quand le ciel sur le massif du Jura prit cette couleur de métal brûlé qui ne promet rien de bon. Margot avait appris en 6 mois à lire la vallée. Les hirondelles qui volaient bas depuis midi,
La Loue, qui avait monté de 10 centimètres depuis le matin sans raison apparente, l'air saturé d'une humidité électrique. Étienne avait dit en partant à 18 heures, « Rentrez vos outils cette nuit ». Elle rentra tout. La meule de Caleb était posée sur son trépied en bois dans l'atelier du bas, là où le mécanisme de la roue avait été en partie restauré. Elle hésita, la regarda, décida de la laisser. Le trépied était stable, le plancher de l'atelier était à 60 centimètres au-dessus du niveau de la rivière. Elle monta sa couchette de camp sur la galerie du premier niveau du pont, là où les meuniers dormaient autrefois pour surveiller le niveau de l'eau, et s'endormit avec le bruit de la pluie sur les tuiles. Tambour la réveilla à 3 heures du matin. Il n'aboyait pas. Il la frappait de sa tête contre sa main, contre sa hanche, avec une insistance méthodique et urgente. Margot se redressa dans le noir. Elle entendit alors la Loue, et ce qu'elle entendit n'était plus le murmure habituel, mais un grondement sourd, continu, un bruit d'eau qui transporte des pierres. Elle alluma sa lampe et descendit les marches de la galerie 4 à 4. L'eau était déjà dans l'atelier. Pas beaucoup, 5 centimètres, mais froide et rapide, noire dans le faisceau de la lampe, et la meule de Caleb dans son trépied trempait ses pieds. Dehors, des troncs entiers descendèrent la Loue, avec un bruit sourd de collision contre les piliers. Margot saisit son téléphone et appela Étienne. Il répondit à la deuxième sonnerie. Elle dit juste « La meule, l'eau monte ». Étienne arriva en 12 minutes, en bottes, avec une corde et une lampe à pétrole. Il évalua d'un coup d'œil. La meule pesait 120 kg. Le niveau montait d'environ 5 cm par quart d'heure. Il disposait à peut-être de 30 minutes avant que l'atelier ne soit vraiment en danger. Ils fabriquèrent un palan de fortune avec la corde d'Étienne, un poulie de bloc récupéré dans la boîte à outils et l'anneau de fer scellé dans le plafond de l'atelier, celui qui servait autrefois à lever les sacs de grains. Margot avait fait des nœuds et des systèmes de levage dans l'armée, dans des conditions bien plus difficiles. Ses mains trouvèrent les bonnes boucles sans hésiter. Étienne tira, Margot guidait, et ensemble ils montèrent la meule à 120 kg jusqu'à la galerie en 22 minutes. Piètes dans l'eau froide qui leur montait aux chevilles, puis aux mollets, tambour allant et venant entre eux sur le tablier du pont, les oreilles basses sous la pluie battante. Quand la meule reposa sur la galerie, saine, ils s'assirent tous les deux sur le plancher mouillé et reprirent leur souffle. Étienne avait 60 ans et il respirait fort. Margot avait les bras qui tremblaient. La Loue grondait en dessous. C'est alors que Tambour disparut. Elle l'appela. Pas de réponse. Elle pointa sa lampe vers la rive. Il n'était plus là. Elle se leva, cria son nom dans le bruit de l'eau et de la pluie. Rien. Puis, peut-être 5 minutes plus tard, elle le vit dans le faisceau de sa lampe. Il revenait depuis la rive amont, en nageant à contre-courant dans les 2 mètres d'eau noire qui avaient envahi la berge, et il avait quelque chose dans la gueule. Il atteignit le pied du pont, grimpa sur ce qui restait de la berge accessible, et déposa sur le sol un agneau nouveau-né, trempé, frissonnant, vivant. Madame Berger, le maire de Verchamp, possédait un troupeau de brebis dont la bergerie se trouvait à 150 mètres en amont. La crue avait emporté une partie de la clôture. À l'aube, quand le niveau commença à baisser et que la Loue reprit sa couleur boueuse d'après orage, Étienne alla chercher l'agneau dans sa veste et le tint contre lui pour le réchauffer. Margot était assise par terre sur la galerie, dos au mur, et Tambour avait posé sa tête sur ses genoux. Elle posa la main sur son pelage mouillé. Et puis elle pleura. Pas beaucoup, pas longtemps, sans bruit. Juste les larmes qui venaient, parce qu'il n'y avait plus de raison de les retenir. Étienne ne dit rien. Il posa sa main rugueuse sur son épaule et la laissa là, sans presser, sans parler, jusqu'à ce que la Loue se taise un peu. Le mécanisme de la roue était abîmé. Il faudrait recommencer une partie du travail. Margot resta longtemps à regarder les palettes tordues dans l'eau boueuse. Puis elle se leva, trouva le cahier où elle notait les travaux et recommença la liste. Les 6 semaines qui suivirent la crue furent les plus dures depuis son arrivée à Verchamp. Margot et Étienne redressèrent l'arbre de couche, retaillèrent les palettes de remplacement dans des planches de chêne sec qu'Étienne avait stockées depuis 10 ans chez lui, pour un projet qui n'était jamais venu. Margot dormait 4 heures par nuit.
Elle mangeait du pain et du fromage de lait cru achetés à la ferme voisine. Elle perdit du poids qu'elle n'avait pas vraiment à perdre. Mais Étienne lui avait appris à calibrer l'écartement entre les deux meules avec des cales de papier, d'abord grossièrement au millimètre, puis finement en dixièmes de millimètre, jusqu'à ce que les deux faces de pierre ne se touchent pas, mais soient assez proches pour que le grain qui passe entre elles soit coupé et non écrasé. Il lui avait appris à rhabiller les cannelures des meules à la boucharde, ce petit marteau à tête carrée quadrillée qui pique la pierre pour redonner du mordant au sillon. Margot passait des soirées à genoux sur le tablier du pont, la boucharde dans la main, à frapper la pierre avec régularité, en comptant les coups pour maintenir une pression constante, jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal et que le bruit de métal sur pierre emplisse tout le pont de son écho. Tambour s'installait à côté d'elle et la regardait travailler. Le 1er septembre, à 7 heures du matin, sous un ciel bleu pâle de fin d'été qui faisait briller le calcaire des falaises, Étienne ouvrit la vanne. L'eau de la Loue prit le bief, canal de dérivation qu'ils avaient désobstrué à la pelle pendant 3 jours, et frappa les palettes de la roue neuve. La roue résista une seconde, grinça, commença à tourner. Pas vite. Avec une lourdeur majestueuse, comme quelque chose qui se souvient lentement de ce qu'il savait faire. Le mécanisme transmit le mouvement à l'arbre de couche, qui tourna dans ses coussinets de bronze, qui fit tourner la meule courante sur la meule gisante. Étienne se tenait à côté de la vanne avec ses 2 mains dans les poches. Ses yeux brillaient. Il ne dit rien. Margot versa les 30 kg d'engrain qu'elle avait achetés à la ferme bio de la commune voisine, un grain tendre et doré que l'agriculteur cultivait pour le plaisir et qu'il n'avait nulle part où faire moudre. La meule avala le grain. La farine commença à tomber par la trémie dans le sac. Elle était tiède au toucher, parfumée, légèrement crème, avec cette odeur de noisette qu'Étienne lui avait décrite et qu'elle n'avait jamais humée dans la farine du commerce. Elle en prit une poignée dans sa main, la ferma sur la poudre chaude, la rouvrit. Elle prit un feutre et écrivit sur le sac « La Travée, Moulin de la Verne, première mouture, septembre ». Le maire de Verchamp, Solène Berger, vint 2 jours plus tard avec un papier officiel et un regard de femme qui a pris le temps de vérifier avant de se décider. Elle dit que la commune autorisait l'ouverture d'une petite boutique sous les arches du pont, à condition que la structure soit déclarée sûre par un bureau d'études, que les visiteurs soient informés de l'état du bâtiment et que le chien soit tenu en laisse les jours de marché. Margot dit « D'accord ». Berger plia son papier, le rangea dans sa veste, regarda la roue qui tournait sous le pont et dit avec une sobriété qui valait un compliment. « Beau travail ». Le premier samedi, 12 personnes vinrent. Le deuxième, 40. Le troisième samedi de septembre, quand Margot arriva à 6 heures du matin pour préparer ses sacs, une jeune femme d'une trentaine d'années l'attendait déjà devant l'entrée du pont, un carnet à la main et un appareil photo en bandoulière. Elle avait un sourire chaleureux et un peu trop large, et elle dit qu'elle s'appelait Camille Roussel, qu'elle travaillait pour le Progrès, et qu'elle avait entendu parler d'une ancienne militaire qui avait réveillé la vieille Meurie de la Verne. Margot lui proposa un café. L'article de Camille parut fin septembre et occupa une demi-page de la section régionale du Progrès, avec une photo de Margot debout devant la roue en mouvement et Tambour assis à ses pieds. France 3, Bourgogne-Franche-Comté le reprit dans son édition du soir. 2 jours plus tard, l'article circulait sur les pages de partage des communes rurales du Jura et du Doubs. Et des boulangers appelèrent pour demander si Margot pouvait fournir en volume. Elle ne pouvait pas encore, mais elle allait pouvoir. En octobre, elle passait 300 visiteurs par week-end. Elle dormait 6 heures par nuit. Étienne venait tous les matins vérifier la roue et repartait à midi. Tambour avait son poste à l'entrée du pont, où le maire avait accepté qu'il soit simplement attaché à un anneau par une longe longue de 2 mètres, assez pour accueillir les gens sans les effrayer. La nuit du 28 octobre, Margot se coucha tard après avoir refait les sacs pour le marché du lendemain. Elle entendit Tambour enfermé dans la cave de l'atelier pour ne pas troubler les nuits des voisins avec ses rondes nocturnes, commencer à hurler vers 1 heure du matin. Un hurlement différent de tout ce qu'elle lui connaissait. Long, soutenu, une note grave et douloureuse qui remontait dans la cage thoracique. Elle descendit pieds nus sur les planches froides. Elle alluma la lumière.
Elle vit la porte de l'atelier ouverte. 3 hommes étaient dans la pièce. 2 portèrent des cagoules. Le troisième, plus grand, plus massif, avec un accent du nord dans la voix, avait le visage découvert. Il lui dit de ne pas bouger, il dit qu'il venait de reprendre ce qui était à eux. Il dit le mot « chien » avec la propriété de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui conteste ses droits. L'un des 2 autres renversa la meule de Caleb avec sa barre de fer. Elle heurta le sol de pierre avec un bruit terrible. L'autre commença à éventrer les sacs de farine alignés contre le mur. Margot ne bougea pas. Elle les regarda. Elle regardait surtout la porte de la cave qui tremblait sur ses gonds depuis 1 minute, frappée de l'intérieur par un poids régulier. La penture gauche céda. Tambour entra dans la pièce comme de l'eau entre les rochers. Il n'aboya pas. Il ne gronda pas. Il traversa l'espace entre la porte et l'homme au visage découvert en moins de 2 secondes et plaqua ses 80 centimètres au garrot contre lui avec toute la force accumulée pendant 2 ans de méfiance et d'attente. L'homme cria. Les 2 autres partirent par la porte du fond. À l'aube, quand les gendarmes de Verchamp arrivèrent, ils trouvèrent Bruno Sauvage, 46 ans, domicilié dans la Haute-Saône, assis dos à un chêne de la berge, les 2 avant-bras protégeant sa gorge, et Tambour assis devant lui à 50 centimètres, immobile, la gueule entr'ouverte, les yeux fixés sur lui. Margot se tenait à l'entrée du pont avec le vieux fusil de chasse de Caleb qu'elle n'avait pas eu besoin d'armer. La meule avait une fissure dans le bord. Elle n'était pas cassée, elle avait tenu. Le lendemain de la nuit des braconniers, Margot nettoyait encore les sacs de farine renversés quand la camionnette jaune des postes s'arrêta devant le pont à 9 heures du matin. Le facteur lui tendit une enveloppe officielle cachée de Lons-le-Saunier. Elle l'ouvrit. C'était un avis d'un huissier de justice. La société Verne Développement SAS informait Margot Vasseur qu'elle avait déposé et obtenu, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'enregistrement de la marque commerciale La Travée, en classe 35, 3 semaines plus tôt. Toute utilisation commerciale du nom sans licence était passible de poursuite. Margot lut l'avis 2 fois. Elle posa l'enveloppe sur la table de l'atelier et alla à Lons-le-Saunier dans l'après-midi, à la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, où les registres de constitution des sociétés sont accessibles au public. Il fallut 20 minutes pour trouver le dossier de Verne Développement SAS, constitué 18 mois plus tôt. 2 associés majoritaires, un cabinet parisien. Un associé minoritaire, 10% des parts, apport en industrie. Le nom figurait en bas de la 3e page, écrit à l'encre bleue dans la case « Autres associés ». Camille Roussel, journaliste, domiciliée à Besançon. Margot resta debout devant le registre ouvert. Elle regarda le nom longtemps. Elle se souvint du sourire trop large devant le pont, du café partagé, des questions posées avec cette chaleur particulière des gens qui vous font parler de ce qui vous tient à cœur. Elle referma le registre et sortit dans la rue froide d'Octobre. Elle appela Étienne depuis le parking. Elle lui dit ce qu'elle avait trouvé. Il y eut un silence, puis il dit « Venez !» Elle conduisit jusqu'à chez lui. Il l'attendait sur le seuil. Il la fit entrer, lui donna un verre de vin de paille sans lui demander si elle en voulait, s'assit en face d'elle et dit « Je dois vous montrer quelque chose. » Il alla chercher dans son vieux manteau de chasse la toile cirée noire qu'il avait retirée du logement du palier, 2 mois plus tôt, et qu'il avait gardée sans explication. Il la posa sur la table entre eux, la déplia avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier épais, jaunie, couverte d'une écriture à la plume très ancienne et scellée dans un coin d'un cachet de cire rouge qui avait gardé son empreinte intacte. Étienne dit qu'il avait attendu de comprendre ce que c'était avant d'en parler. Il dit qu'il ne savait pas le lire, que l'écriture était ancienne, que la date en haut à droite semblait être 1851. Margot prit la feuille dans ses mains. Elle était douce comme une peau séchée et fragile comme une feuille morte. La cire rouge portait un aigle, les ailes déployées, et les mots « Eaux et forêts », Empire français. Elle rentra au pont avec le document enveloppé dans son linge de toile propre, posé sur le siège passager comme quelque chose de vivant. Le lendemain matin, le même huissier rappela pour confirmer l'avis. Et il ajouta que le représentant de Verne Développement SAS
se présenterait au pont le mardi suivant pour une inspection préliminaire. Il se présenta le mardi à 11 heures. Il gara sa voiture, une berline grise, à l'entrée du chemin forestier. Il sortit de la voiture en costume gris, sans cravate, avec la démarche tranquille d'un homme qui sait que le terrain lui appartient. Il était à 40 mètres quand Margot le reconnut. Romain Delcourt avait 40 ans maintenant, les tempes légèrement grisonnantes, le même calme dans les épaules, le même regard qui regardait légèrement au-dessus des gens, comme si le sol sur lequel ils se tenaient était un peu moins intéressant que l'horizon derrière eux. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle. Il dit bonjour de son nom, avec la politesse d'un homme qui a préparé la rencontre. Il dit que la société qu'il représentait avait un projet de développement touristique sur le site, un spa-hôtel 4 étoiles, que le projet était financé et que les autorisations de principe étaient en cours. Il dit qu'en tenant compte des difficultés inhérentes à sa situation personnelle, il était habilité à proposer 180 000 € pour la cession immédiate du pont, de la Melle et des 3 hectares de berge. Il dit tout ça avec le même visage que dans le bureau du commandant Moreau, ce matin de novembre, quand il témoignait. Il ajouta, en baissant légèrement la voix, que son dossier militaire comprendrait des éléments susceptibles de compliquer une procédure contentieuse si elle envisageait d'en engager une. Margot le regarda. Tambour, derrière elle, s'était levé et se tenait immobile. Elle dit qu'elle réfléchirait. Delcourt repartit vers sa berline. Il conduisit lentement sur le chemin forestier. La voiture disparut entre les arbres. Margot resta debout sur la berge jusqu'à ce que le bruit du moteur s'efface. Elle regardait la Loue. L'eau était verte et claire et froide. Ce soir-là, seule sur la galerie du pont, elle pensa pour la première fois depuis Montlhéry qu'elle allait peut-être perdre. Le curé de Verchamp n'était pas exactement un curé. L'abbé Marcel Dufour, 68 ans, avait passé 20 ans à la direction des archives départementales du Doubs avant de se défroquiser, puis de se refroc, comme il disait lui-même, parce que les 2 vocations n'étaient pas contradictoires. Il officiait le dimanche matin et passait les matinées du reste de la semaine dans la sacristie, avec des boîtes de documents et des loupes. Margot lui apporta le document enveloppé dans son linge, le lendemain du passage de Delcourt. L'abbé Dufour le prit avec les gestes d'un archiviste, pas d'un prêtre. Il l'examina à la loupe, le tint contre la lumière de la fenêtre, sentit le papier, regarda le cachet de cire. Il dit que le papier était du milieu du XIXe siècle, probablement entre 1848 et 1860. Il dit que l'écriture était une écriture administrative impériale, difficile mais lisible si on était entraîné. Il dit qu'il allait en avoir pour 2 ou 3 jours. Margot vint le matin du 3e jour. L'abbé avait rédigé une transcription complète sur du papier neuf, avec des annotations en marge. Le document était un acte notarié daté du 14 mars 1851, établi par l'étude Pernaut de Lons-le-Saunier et confirmé par le cachet des eaux et forêts de l'Empire. Il concédait à perpétuité à la famille du gardien du moulin et du pont couvert de la Verne à Verchamp-sur-Loue. Le droit d'usage, d'exploitation et de mouture des eaux de la Loue sur ce tronçon, aux conditions d'entretien continu et d'exploitation effective du mécanisme. La concession était transmissible à tout successeur en occupation, à condition que l'occupation et l'exploitation soient continues. L'abbé Dufour mit ses lunettes sur le bout du nez et dit qu'il y avait un article du Code rural de 1851, jamais abrogé formellement, qui rendait ce type de concession d'usage perpétuel opposable à tout acquéreur ultérieur, y compris commercial, à condition de prouver la continuité d'exploitation. Il dit que Margot avait restauré et exploité le moulin depuis 10 mois. Il dit qu'elle pouvait se faire représenter par un avocat spécialisé en droit rural. Margot appela ce soir-là l'avocat que lui avait recommandé le notaire Fauvet, maître Arnaud Vitry, à Lons-le-Saunier, spécialisé en droit rural et en droit des eaux. Il l'a reçu le lendemain. Il lut l'acte de 1851 avec la même lenteur attentive que l'abbé Dufour, mais avec davantage de signes visibles de surprise. Il vérifia sur son ordinateur 2 références jurisprudentielles. Il dit, en soufflant doucement entre ses dents, « Madame, vous êtes intouchable. » Il expliqua. La société Verne Développement pouvait acheter les berges, pouvait construire, pouvait faire beaucoup de choses.
Mais elle ne pouvait pas acquérir le droit d'exploitation des eaux sur ce tronçon tant que Margot l'exploitait effectivement, et l'acte de 1851 était un titre valide et opposable. La marque, c'était une autre affaire. La marque La Travée pouvait être contestée à l'INPI si la création du nom était antérieure à l'enregistrement, et Margot avait un sac de farine avec la date inscrite au feutre. Ils préparèrent le dossier ensemble pendant 3 semaines. Il y avait aussi dans le dossier de Verne Développement les noms de Camille Roussel et de Romain Delcourt. Maître Vitry dit qu'il y avait des éléments suffisants pour une plainte en concurrence déloyale sur la marque. Margot, de son côté, avait contacté un ancien camarade de brigade qui avait gardé sa confiance, un sergent-chef basé à Lyon, qui avait accepté de demander officieusement consultation des archives de la première brigade logistique. Les bons de sortie falsifiés à son nom avaient été rédigés sur une machine à écrire de bureau, et les originaux n'avaient jamais été détruits. Il y avait une incompatibilité de date que quelqu'un n'avait pas pris la peine d'effacer soigneusement. L'audience au tribunal de grande instance de Besançon eut lieu en mars. La salle sentait la cire de parquet et le chauffage surchauffé. Delcourt arriva avec son propre avocat, en costume bleu cette fois, avec la même tranquillité d'homme qui n'a pas l'habitude de perdre. Il ne regarda pas Margot quand il entra. Maître Vitry présenta l'acte de 1851, la transcription de l'abbé Dufour, les photographies du moulin en exploitation avec les dates, le sac de première mouture. Il présenta les statuts de Verne Développement avec la signature de Camille Roussel. Il présenta les bons de sortie avec les incompatibilités de date, fournis par le sergent-chef de Lyon, qui avait pris soin de ne pas demander d'autorisation pour les consulter, mais dont la bonne foi était difficile à contester. Le juge rendit sa décision en fin d'audience. Nullité de l'enregistrement de la marque La Travée, obtenue par des manœuvres déloyales. Condamnation de Verne, développement aux dépens. Transmission du dossier sur les bons de sortie falsifiés au procureur militaire de Paris. Delcourt se leva. Il prit son manteau. Il sortit de la salle sans regarder à gauche ni à droite. Margot le regarda partir jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Elle ne dit rien. Maître Vitry lui serrait la main et parlait, mais elle écoutait à peine. Elle regardait la porte close et elle pensait qu'elle aurait dû ressentir quelque chose de plus grand, de plus bruyant. Ce qu'elle ressentait était petit et calme et stable, comme une pierre posée à la bonne place. Le printemps suivant fut doux dans la vallée de la Loue. Les fougères repoussèrent sur les parois calcaires, les forêts au-dessus de Verchamp prirent cette couleur de vert tendre qui ne dure que 3 semaines en mai avant de foncer vers l'été. La rivière descendit à son étiage habituel, verte et transparente sur les galets, et les truites remontaient visibles depuis le tablier du pont certains matins, leur dos olive ondoyant dans le courant. Le département du Jura avait accordé en février le classement du pont couvert de la Verne en patrimoine remarquable du Jura, ce qui donnait droit à une subvention d'entretien modeste mais réelle et à une signalisation sur les routes touristiques. 12 boulangeries de la région Bourgogne-Franche-Comté avaient l'an passé commande pour une livraison régulière de la farine La Travée. 3 restaurants étoilés de Besançon et de Pontarlier avaient demandé à être fournisseurs. Margot avait embauché une femme du village pour tenir la boutique le samedi. Tambour avait 7 ans maintenant, ou quelque chose comme ça. Le docteur Pellet disait qu'il était entré dans sa maturité tranquille, que la patte postérieure ne le gênait pas autant par les temps secs, qu'il avait encore quelques bonnes années. Il dormait désormais sur une couverture pliée à l'entrée de la boutique, et les enfants de l'école de Verchamp venaient le caresser le mercredi après-midi, avec la régularité d'une habitude bien établie. Il les laissait faire avec la patience majestueuse d'un animal qui a décidé, une fois pour toutes, de qui était digne de confiance. Un matin de mai, par une pluie fine, une femme frappa à la porte de l'atelier. Margot était en train de rhabiller les meules. Elle dit « Entrez ». Camille Roussel était amaigrie, ses vêtements moins soignés qu'autrefois, les cheveux plus longs. Elle dit qu'elle était venue parce qu'elle ne pouvait pas ne pas venir. Elle dit qu'elle avait perdu son emploi au Progrès après la procédure, que ses associés de Verne Développement s'étaient retournés contre elle, qu'elle avait eu tort et qu'elle le savait depuis le début et que ça n'avait pas suffi à l'arrêter. Margot l'écouta debout, les mains dans les poches de son tablier de travail. Quand Camille se tut,
Margot alla dans la petite cuisine de l'atelier et versa 2 tasses de café. Elle en posa une devant Camille. Elle dit qu'elle comprenait. Elle dit qu'elle ne renvoyait pas les gens et qu'elle n'entrait pas en guerre avec eux. Elle dit « Vous pouvez revenir ici comme cliente, pas comme amie. » Camille hocha la tête. Elle but son café. Elle repartit sous la pluie. Margot la regarda traverser le pont et disparaître vers le chemin forestier. Puis, elle retourna à ses meules. C'est cet après-midi-là, à 16 heures, qu'une Renault blanche s'arrêta sur le chemin. Margot était sous le pont à vérifier le jeu de la roue quand elle entendit le moteur. Elle sortit sur la berge et vit un vieil homme descendre du côté passager, lentement, avec la prudence de quelqu'un dont les genoux ne pardonnent plus les descentes brusques. Il portait un carton marron noué avec une ficelle, et sous le bras, une Bible noire à tranches dorées. Caleb Vasseur avait 82 ans. Il avait maigri depuis Sainte-Marie-aux-Mines, ses mains dans leurs veines saillantes ressemblaient à des radicelles de vieux chênes, et il marchait avec une canne maintenant. Mais il tenait droit. Il s'arrêta à 2 mètres de Margot et la regarda avec ses yeux gris qui n'avaient été pas changés. Il dit simplement « Joseph ne vient pas, mais moi j'ai 82 ans et je voudrais mourir à côté d'une roue qui tourne. » Margot s'avança vers lui. Elle prit le carton de sa main. Elle dit « La chambre au-dessus de l'atelier a une fenêtre sur la rivière. » Caleb hocha la tête. Il entra sous le pont, s'arrêta, posa une main sur le mur de chêne noirci, écouta. On entendait la roue en dessous, son battement régulier transmis dans tout le bois du pont, une pulsation lente comme un cœur. Il dit « Elle tourne bien. » Les semaines passèrent. Caleb s'installait dans la pièce au-dessus de l'atelier avec ses 3 cartons et la Bible de Anna et une vieille photo de la mêle élasgassienne qu'il avait opérée de 1948 à 1962. Le matin, il descendait s'asseoir sur le banc de la berge et regardait la rivière. Parfois, il entrait dans l'atelier et observait Margot travailler sans parler. Parfois, il lui disait une chose utile, une chose que lui avait appris son propre père sur l'entretien des meules, et elle l'écrivait dans son cahier. Étienne venait toujours le matin. Les 2 vieux s'asseyèrent sur le même banc avec leur café et ne parlaient pas beaucoup. Mais ils se comprenèrent de la façon dont se comprennent les gens qui ont fait le même travail à des époques différentes. Un soir de juillet, après la fermeture de la boutique, Margot remontait les sacs de farine vides dans l'atelier quand elle entendit Caleb dans la pièce du mécanisme. Elle s'arrêta à la porte. Son grand-père était debout devant la meule en rotation, les 2 mains posées à plat sur la pierre courante. Il sentait la chaleur et la vibration sous ses paumes. Il avait les yeux fermés. Il souriait. C'était un sourire petit et stable, le sourire de quelqu'un qui a attendu longtemps quelque chose et qui ne fait pas de bruit quand ça arrive parce que ça n'a pas besoin de bruit. Margot resta dans l'encadrement de la porte. Elle regardait les mains de Caleb sur la pierre. Elle pensait à Montlhéry, au bureau de Moreau, au quart de 5h40 pour Besançon, à l'annonce de 50 € dans le journal plié en 4. Elle pensait à la nuit sous le pont avec son sac de couchage et à l'eau qu'elle entendait couler en dessous. L'armée lui avait pris son uniforme. Elle avait cru longtemps que c'était tout. Elle comprenait maintenant que Delcourt ne lui avait pas pris quoi que ce soit qu'elle n'était pas en train de retrouver, pierre par pierre, planche par planche, sac par sac. Ce qu'elle avait maintenant n'avait pas de grade et ne figurait dans aucun registre officiel. C'était simplement un endroit où l'eau coulait encore. Et Caleb, les yeux fermés sur la meule chaude, avec son sourire de vieux meunier revenu au bord de l'eau, l'avait su depuis le début. Tambour traversa lentement la pièce et alla s'allonger au piétre de Caleb. Il posa son museau sur les bottes du vieil homme. La roue tournait, la loue chantait en dessous. Dans la vallée, les falaises calcaires prirent la dernière lumière du soir et devinrent orange, puis rose, puis la couleur de la cendre.